Voilà, donc on va faire le commentaire de ce texte. Alors le commentaire, je l'ai fait au fur et à mesure de la traduction. Euh, je vous ai donné une fois de plus les feuilles complétées et puis pas complétées. Comme ça, vous avez la mise en page avec les superbes dessins de Milo Manara. Donc je vous ai déjà parlé au début de cette séquence de cours. Euh, donc le commentaire, qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? Donc ce type d'histoire s'appelle une milésienne. Donc une milésienne, c'est comme ça une petite histoire courte qui coupe le récit principal d'un ouvrage euh, et qui raconte une autre histoire. Alors pourquoi ça s'appelle milésienne? Parce que dans l'Antiquité, on croyait que ce type de récit avait été inventé sur l'île de Milet, qui est une île grecque. On sait à l'heure actuelle, avec les recherches qu'on a faites dans la deuxième moitié du XXe siècle, euh, que ce type d'histoire n'est pas du tout originaire de Millet, donc le titre est impropre, euh, l'appellation est impropre. Ça a en fait été inventé en Égypte, mais peut-être même avant l'Égypte, mais là on n'a pas de traces écrites. Mais donc ça viendrait d'Égypte et ce serait bien antérieur à la civilisation grecque. Alors est-ce que c'est donc quelles sont les caractéristiques d'une millésienne? Les caractéristiques des millésiennes, il y en a quatre. On peut déjà en déterminer trois. La quatrième, on la déterminera plus tard, avec la suite de ce texte-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut déterminer des millésiennes? Bien, les millésiennes partent toujours d'un problème de couple, systématiquement. Elles sont toujours racontées par un témoin direct ou un protagoniste, donc quelqu'un qui a mené l'action. La troisième caractéristique, c'est que ces histoires sont toujours tenues pour vraies, forcément, puisqu'elles vous sont racontées par un témoin. Donc ça, ce sont les trois premières caractéristiques. La quatrième, nous la verrons plus tard. Vous en avez déjà traduit une autre. Donc c'est-à-dire que vous avez déjà traduit l'histoire du loup-garou, qui est aussi une milésienne. Donc dans le Satyricon de Pétrone, l'histoire du loup-garou est une histoire qu'un personnage raconte et qui lui serait arrivée quand il était jeune. Alors vous allez me dire, mais ça parlait pas d'un problème de couple. Si, si. Souvenez-vous, quand Nicéros rencontre un loup-garou, il est parti pour retrouver sa maîtresse, qui est la femme d'un cabaretier, donc un tenancier de cabaret. Et donc ça part d'un problème de couple. Il y va, il arrive en retard parce qu'en chemin, il a rencontré un loup-garou et du coup il se fait disputer. Donc ça part toujours d'un problème de couple, systématiquement. L'histoire est toujours racontée par un témoin direct ou un protagoniste, et forcément, puisqu'elle est racontée par un témoin direct, eh bien, l'histoire est tenue pour vrai. Est-ce que le genre littéraire existe toujours? Oui. Et c'est un genre littéraire qu'on adore. C'est pas forcément littéraire, ça peut être oral aussi. C'est un genre qu'on adore. Donc, j'ai déjà fait le test en classe, sans que vous vous en rendiez compte, mais donc si j'amène la conversation, par exemple, sur des phénomènes paranormaux, sur des morts particulières, tout de suite, dans la classe, vous allez tous avoir envie de raconter une anecdote qui vous est arrivée, qui est arrivée à un voisin, qui est arrivée à votre famille. Et généralement, le fait qu'elle vous soit arrivée tient lieu de garant d'authenticité. Alors parfois, si vous réfléchissez, vous dites que ça vous est arrivé, alors qu'en fait, ça vous est pas arrivé à vous. C'est arrivé à quelqu'un que vous avez rencontré en colonie de vacances, ou alors c'est arrivé à un voisin, mais vous n'avez pas été témoin. Par contre, pour donner un gage d'authenticité à l'histoire, vous allez dire que ça vous est arrivé ou que c'est arrivé à votre famille. Comme ça, il y a un gage d'authenticité. Alors évidemment, si ça vous est arrivé à vous ou à votre famille, il va falloir que vous changiez un petit peu l'histoire. Donc les métiers ne vont pas être les mêmes, la temporalité non plus. Et donc vous allez adapter un peu l'histoire. Et puis vous la racontez à d'autres gens, puis certaines personnes vont dire ouais c'est nul et vont oublier l'histoire. D'autres vont être impressionnés et puis vont re-raconter la même histoire. Alors parfois à leurs parents en la changeant pas ou très peu, et parfois vous la racontez à d'autres gens plus ou moins inconnus en faisant croire que ça leur est arrivé. Et donc comme ça, on a des histoires qui se déplacent de génération en génération et on ne sait plus quelle est l'histoire de base. Donc en fait, l'histoire de la femme du meunier qui a un amant et qu'elle va cacher, c'est une histoire qu'on va retrouver dans le monde entier. Alors ces histoires, elles étaient colportées par les marchands ambulants qui les racontaient, par les gens qui les racontaient le soir au coin du feu, lors des repas, comme par exemple l'histoire du loup-garou. Et on ne sait pas en fait quelle est l'histoire d'origine. Donc oui, il y a sans doute une histoire d'origine, mais elle s'est perdue dans le temps. Donc l'histoire de la femme du meunier, on la retrouve par exemple à la Renaissance en France et en Italie. Donc c'est-à-dire qu'on l'a dans les mémoires des Dames galantes de Brantôme et on l'a et on l'a aussi dans le Décameron de Boccace, mais avec des indications différentes. On la retrouve aussi dans la littérature japonaise. Donc sauf que dans la littérature japonaise, c'est pas la femme d'un meunier, c'est la femme d'un pousse-pousse. Donc c'est un conducteur de pousse-pousse, puis il s'en va, et puis elle va recevoir son amant. Et c'est exactement la même histoire,
Alors l'histoire de la femme du meunier, je ne vous ferai pas traduire la fin, mais à la fin, en fait, la femme du meunier va tuer son mari et le mari va revenir auprès de leur fille va venir hanter l'épouse et la fille pour que la fille retrouve le cadavre et qu'elle lui donne les derniers hommages et qu'elle fasse condamner son épouse. Et donc dans l'histoire japonaise, c'est pareil. Donc le pouce-pouce va revenir sous forme de fantôme pour hanter son épouse et pour avertir ses enfants issus d'un premier mariage qu'il est mort et leur faire retrouver le cadavre. Voilà, pour le venger. Donc c'est exactement la même histoire et on la retrouve comme ça à des époques différentes dans des civilisations très éloignées les unes des autres qui parfois n'ont même pas eu, semble-t-il, de contact, mais l'histoire s'est propagée dans le monde entier à toutes les époques avec des petites adaptations différentes. Donc vous voyez, c'est ça. Et donc parfois quand vous racontez une histoire et que vous faites croire innocemment qu'elle vous est arrivée parce que vous êtes convaincu qu'elle est arrivée à un voisin ou à vos grands-parents, en fait, cette histoire, parfois, elle est arrivée dans la plus haute antiquité, mais c'est un truc que de génération en génération, on va raconter. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est ça le principe même d'une milésienne. Alors, dans l'Antiquité, on adorait ça. On aime toujours bien cela à l'heure actuelle. Et c'est aussi ce qu'on pourrait comparer à des vaudevilles. Donc, vous savez, ces pièces de théâtre comiques qui partent toujours d'un problème de couple aussi. Alors maintenant, une milésienne, à l'heure actuelle, ne part plus d'un problème de couple, hein, c'est c'est ça le genre. Donc c'est des histoires qui sont racontées par un témoin direct ou un protagoniste et qui sont tenues pour authentiques, mais qui en fait ne le sont pas obligatoirement. Ok? Voilà. Eh bien, ça clôture un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur ce premier texte et on se retrouve pour le texte suivant la semaine prochaine. Merci.